Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir à l'université une nouvelle soirée de l'université populaire, co-organisée, comme c'est le cas depuis 10 ans, avec le Volcan. L'université populaire fête cette année ses 10 ans, vous le savez, ça fait 10 ans que nous travaillons ensemble de manière tout à fait sympathique et fructueuse avec le Volcan, si on en juge par les assemblées qui sont de plus en plus nombreuses depuis quelques années. Et ce soir, ça n'est pas de 10 ans que nous allons parler, mais de 4 fois plus, parce que Bernard Kudlak, qui est le directeur artistique du Cirque Plume, dont vous avez peut-être vu qu'il était installé au Volcan depuis hier, hein, le premier spectacle a eu lieu hier, eh bien c'est, je crois, une aventure de près de 40 ans, bientôt 40 ans, qui est en train de se terminer quand même un petit peu, hein, si j'ai bien compris. Mais vous allez nous raconter tout ça. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir en compagnie du Volcan à l'université populaire au Havre, à l'université du Havre. Et je vais laisser Florence Lafont vous présenter et présenter aussi les 2 conférences qui restent, enfin les 2 réunions de l'université populaire qui restent d'ici les vacances de Noël. Merci. Donc, très rapidement, voilà, je vous parle des 2 prochains rendez-vous. Ensuite, on passera au sujet de ce soir. Donc, les 2 prochains rendez-vous se passent au FITS, à l'espace bar du Volcan, et plus ici à l'université. Le 11 décembre, nous accueillerons Julien Gosselin, qui a mis en scène Les Particules élémentaires, qui est un jeune metteur en scène brillant, qu'on compare un peu, on dit que c'est le Xavier Dolan du théâtre, voilà. Et je vous invite vraiment à venir l'écouter, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas Michel Houellebecq. Il a fait un spectacle absolument fascinant, très très fort, très prenant, et que je vous invite aussi à aller voir. Et le 2e rendez-vous, ce sera le 18 décembre, où là, nous faisons une table ronde dans le cadre du nouveau festival que lance le Volcan à l'adresse du jeune public. Ça s'appelle le Festival Ad Hoc. C'est fait en partenariat avec toutes les villes de l'agglomération havraise. Il va y avoir des spectacles au Havre, mais également à Gonfreville, à Harfleur, à Sainte-Adresse et à Montivilliers. Et dans le cadre de ce festival, on va s'intéresser un petit peu au territoire de l'enfance. Et c'est une table ronde qui va réunir à la fois un philosophe qui travaille beaucoup avec le spectacle vivant et les enfants, et puis différents professionnels du jeune public dans des milieux différents, que ce soit un territoire rural en Franche-Comté justement, que ce soit à Bruxelles ou je ne sais plus quel est le 4e, voilà. Donc c'est une table ronde qui se passera également au FITS le 18 décembre. Voilà. Mais place au sujet de ce soir. Donc, ce soir, nous accueillons Bernard Kudlak, qui a cofondé Cirque Plume en 1983, qui est metteur en scène, directeur artistique de cette compagnie et ancien jongleur. Moi, je suis particulièrement heureuse de vous accueillir parce qu'on a déjà, dans le cadre de cette université populaire, fait venir de temps en temps des circassiens, comme on appelle dans le milieu du cirque. On a fait venir Aurélien Bory il y a quelques années. On a également proposé un rendez-vous avec Accor et Accro, qui est une beaucoup plus jeune compagnie de cirque. Aurélien Bory lui-même, ce sont les années 2000, mais on n'avait encore jamais invité et donné la parole à quelqu'un qui représente plus de 30 années d'aventure maintenant et qui a fondé une compagnie qui est devenue emblématique de ce qu'on a appelé le cirque contemporain ou le nouveau cirque. Et pendant plus de 30 ans, vous avez fait rêver des dizaines de milliers de spectateurs en France et dans le monde. Et vous allez nous raconter comment vous avez créé cette compagnie, comment vous vous êtes positionné face à ce qu'on appelle toujours le cirque traditionnel. Vous avez créé un collectif, aucun de vous ne venait des grandes familles traditionnelles du cirque. Qu'est-ce que vous avez eu envie de garder du cirque traditionnel? Qu'est-ce que vous avez eu envie de changer? Quelles étaient vos sources d'inspiration? Quelles étaient vos motivations? Comment vous avez grandi? Donc voilà, ça c'est une première étape de nos questions. Et avant que vous commenciez à nous expliquer tout ça, je vais vous poser la question que tout le monde se pose, alors que vous jouez à guichet fermé partout où vous passez. Pourquoi vous arrêtez Cirque Plume? Ça commence fort. Bonsoir d'abord. Je suis impressionné de voir une salle aussi remplie et merci d'être là. Ayant bravé les éléments, en tous les cas, c'est chouette d'être au Havre avec une tempête à l'extérieur. Ça me botte, quoi. Mais
Alors, oui, ben, ce sera, en effet, on ne fait pas un autre spectacle après celui-là. Ben, c'est simplement parce qu'on a fondé la compagnie il y a 40 ans, voilà, ceci explique cela, et que on a fait on a fait ce qu'on avait à faire, et puis après, on a aussi envie d'avoir du temps pour nous, de continuer notre vie. On va pas lâcher le cirque, on va pas lâcher l'art, on va pas lâcher notre vie, mais la compagnie, c'est 10 miremores, c'est 50 personnes, c'est tout un truc comme ça, c'est lourd à porter. Et les épaules de quelqu'un qui a 60... Moi, j'ai 63 ans. Si on fait un autre spectacle, j'arrête, j'en aurai 70. Oh, place aux jeunes, bah, tout le monde s'accroche. On s'est dit, il faut qu'on s'arrête à un bon moment. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et puis, on a eu un peu des drames et des deuils dans la troupe. Et comme on n'est pas tous ensemble, les fondateurs, pour continuer, ben, peut-être on arrête aussi à ce moment-là, quoi. C'est pas très important, c'est drôle, mais c'est important, puisqu'on a commencé et puis on finit, mais c'est pas un sujet qui nous occupe entièrement et tout ça. On a une chance incroyable, on a fait un truc qu'on n'aurait pas rêvé aussi beau. On va finir bien, enfin bon, ça va quoi, enfin, c'est chouette. Et puis on n'est pas tout seul, il y a 140 troupes de cirque, il y en a partout, il y a des jeunes partout et tout. Et place aux jeunes, vraiment, ça c'est un vrai plaisir. Je pense que la transmission, on l'a déjà faite, et c'est super, on a fait notre carrière, on s'en va, il y a des gens qui sont là, enfin, il n'y a rien à dire, quoi. Pour nous, c'est super, voilà. Maintenant, moi j'improvise, hein, je suis venu vous parler, je vais faire ça, j'ai pas de notes, j'ai pris un peu de ça pour bon. Ah oui, j'ai même des images, mais enfin, je suis pas très habitué, mais j'ai mis des photos les unes derrière les autres pour avoir 2-3 images de ça. Et alors, déjà, comment on fait, pourquoi on fait du cirque? Alors c'est aussi des séries de hasard, mais aussi pourquoi on devient artiste, pourquoi on choisit ça. Et puis, qu'est-ce que c'est que ces gens qui sont nés dans les années 50 et quelles injonctions ils avaient? Comment c'était le monde dans ce moment-là, après 68, après le renoncement des grands rêves pour beaucoup de gens, tout ça? Ben, c'est un peu toutes ces choses-là qui... Ben, alors je vais parler un petit peu de moi, vous m'excuserez, mais ça fait partie de cette histoire du cirque plume quand même. Moi, je suis né dans la région de Sochaux-Montbéliard, dans le fief de la mono-industrie des automobiles Peugeot. Donc ça situe les choses. Dans cet endroit-là, je viens d'un milieu populaire. Mon père était un ouvrier hautement qualifié, qui était un émigré polonais, enfin un fils d'émigré polonais, qui a connu la famine dans les années 30. C'est-à-dire, après la crise de 29, les gens n'avaient pas à manger en France. Pas pendant la guerre, pendant des années comme ça. Ce qui crée des éléments comme ça pour la suite. Et donc, dans cet endroit de ce pays de Montbéliard, Peugeot régnait en maître. Et la seule façon possible, c'était d'aller travailler chez Peugeot, comme chez Michelin, comme les aciéries dans le nord de la France, comme peut-être la zone portuaire ici. Enfin, bon, c'est l'histoire des classes populaires, un peu comme ça, qui est là. Et dans cet endroit-là, enfant, bon, moi j'habitais à côté de chez Jean-Luc Lagarce. On allait dans la même école. Il avait 3 ans de moins que moi, il passait devant ma rue, comme ça, ce drôle de garçon un peu efféminé. On était vraiment dans un milieu comme ça, j'allais au catéchisme à côté de chez lui. Et il y avait un truc qui était pour moi pas facile dans cet enfant, qui était génial parce qu'il y avait la forêt à côté et tout, mais il y avait cette obligation, la seule obligation, c'était d'aller à l'usine. J'étais un peu turbulent, enfin un peu, peut-être, je sais pas quoi, enfin bon, je m'agitais un peu, et on m'a dit, bah, on va le mettre en CAP, parce que c'est un fils d'ouvrier. Quelqu'un a dit, non, il faut lui faire passer un test de QI quand même, parce qu'il y a un truc qui va pas. Je le passe assez brillamment, et la secrétaire qu'elle a, il dit, bah, elle va passer un bac technique, c'est quand même assez bien pour un fils d'ouvrier. J'ai failli retourner le bureau. Voilà, c'est cette histoire-là. Et cette histoire, elle est fondatrice de quelque chose du cirque plume. Alors qu'on fait du spectacle, qu'on fait autre chose, hein. Elle est fondatrice
parce que c'est... et là, pour donner un autre exemple, à l'âge de 26 ans, j'avais 30 copains qui étaient morts. C'est beaucoup à 26 ans. Bagnole, moto, overdose, machin et tout. Donc on était dans un milieu assez dur quand on ne voulait pas s'intégrer selon la norme. À l'âge de 17 ans, au lycée, je vois une chose qui m'a ouvert une porte au bout d'un chemin. Il y avait une porte et il y avait de la lumière derrière la porte. C'était Andrei Roublev de Tarkovsky. Je vois ce film, j'ai 17 ans, je suis emmené par l'école, par le lycée de chimie à Mulhouse, et je vois ça, et là je me dis, il y a un autre monde possible. Mais vraiment, je sors de là, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, tout le monde déconnait dans la salle, on était avec des lycéens pour voir ça, je vous dis pas le bordel, quoi, et j'étais happé dans le film, et première chose très importante, il faut dire qu'il y avait des livres chez nous. Mon père était militant de l'action ouvrière chrétienne, CFDT, machin, il était tout le temps en grève. Bon, des trucs, il y avait quand même une envie de quelque part comme ça. Et donc c'est cet endroit-là. Et rapidement, je fais vaguement l'IUT de chimie à Bezac, je n'ai fait qu'un truc, c'est des grèves avec Mélenchon en 73, on a bien rigolé, enfin c'était vachement bien. Et je me suis mis à faire du théâtre en amateur, dans l'éducation populaire, avec des gens super et tout ça. Et on était dans cette idée que le théâtre devait être partagé. Alors bien sûr, on jouait Brecht, on jouait, etc. Bon, c'était mais le théâtre était une chose très importante. J'ai commencé à jouer là, etc. Et c'est là qu'est venue cette envie vraiment de trouver une espèce d'art qui allait nous permettre de réunir beaucoup de gens ensemble pour voir des choses, des émotions partagées au même moment, tous ensemble, quelles que soient les classes sociales et quelles que soient les classes d'âge. C'est très tôt que j'ai pensé ça, très tôt cette envie de... Mais bon, après j'ai fait d'autres trucs, 1 ou 2 ans comme ça, la parenthèse enchantée, on cherchait une marginalité, on cherchait des chemins buissonniers, on était un peu écolo, on était surtout anard, on aimait bien rigoler. Vous avez tous vécu là, je vois bien que vous avez à peu près le même âge que moi. Bon, pour beaucoup de gens ici, c'était les années 70, c'était quand même... c'était pas mal, quoi. Enfin, c'était bien rigolo, je trouvais, c'était chouette. Et puis, je fais partie d'une troupe de marionnettistes, et on avait monté un conte qui s'appelait Jean de l'Ours, qui m'a branché sur les mythologies, un vieux conte français. Et puis, après, on voulait monter Petrouchka de Stravinsky pour les subventions de l'année 78, parce que c'était l'année Stravinsky, bon, tout ça, très bien. Et puis, on se dit, on va faire un espace forain, il faut qu'on apprenne des disciplines de cirque pour ce spectacle-là. Donc, j'achète un livre pour enfants, je regarde comment on fait pour jongler, je lance une balle, une autre et tout, et je me mets à travailler, et mon pote se met sur une corde molle, et après, on regarde, on crache du feu, on fait on monte tout un truc pour sentir ce monde du cirque, des forains et tout. Et on n'a pas de subvention, il n'y a pas une thune, on ne peut pas monter le truc. Donc on ramasse toutes nos billes qu'on avait là. Et puis on avait aussi en théâtre une bonne relation clown blanc, clown rouge, enfin bon, mais on n'était pas en clown, hein, c'était plutôt des saltimbanques. On fait un petit spectacle et on le joue dans la rue et tout, et ça marche vachement bien. Il s'appelait à l'époque La Famille Barbizier, nom à Besançon du personnage populaire. Et ça dure un moment, on monte même un tout petit cirque dans un tout petit chapiteau qui s'appelle le Cirque Amour. On n'a fait que s'engueuler dans le Cirque Amour pendant 6 mois de tournée, mais ça fait rien, on a fait ça, enfin bon, c'était... Et puis c'était quand même assez génial, quoi. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez des clowns Colombaioni. C'est des gens qui ont tourné dans les années... C'est les clowns de Fellini. C'est toute la famille Colombaioni qui a fait le film Les Clowns. Et puis il y a un des Carlos Colombaioni, j'étais sous ma 404 familiale, jaune et rouge, avec des étoiles dessus, en train de réparer un truc. Et j'entends un monstrueux éclat de rire et d'un mec qui me dit « Eh ben voilà, c'est ça le cirque. » Enfin, voilà, on a des choses comme ça. À côté de nous, il y avait Aligre, avec Bartabas, Payette, etc. Donc ça commençait là, où des gens se disaient on va faire avec le cirque des choses, d'autres choses. Et le cirque est... Donc on fait ça, ensuite on fait en même temps une fanfare avec les fondateurs du Cirque Plume. On fait... Ah, j'oublie les images. On fait les... Comment... je m'en fous un peu, mais là, comment... Bon, alors, on va voir, hop...
Si, c'est bien. Voilà le garçon, à cette époque-là, qui jongle. Avec... Vous voyez rien? Bah, bon. Alors tant pis, on verra tout à l'heure. Et comment? Bon, c'est pas grave. Donc, c'est comme ça qu'on fait. On fait ça, on fait de la fanfare, on se fait des carnavals, on monte un spectacle de cirque, on va dans la rue, on fait, voilà, on fait partie de cet endroit qui est en train de naître, de bouillir, et c'est très sympa, c'est rigolo. Puis, on gagne un peu notre vie, on est marginaux, parce qu'on voulait être à côté des choses, on voulait pas rentrer. Faut dire que, je vous ai parlé de Peugeot, mais pour nous, les théâtres, ils étaient difficiles à franchir. Moi, j'y allais parce que j'ai fait du théâtre amateur, mais quand même, la porte du conservatoire, c'était vraiment trop bourgeois pour nous. C'était trop... Je sais pas, il y avait mais il y avait un autre endroit qui était là, c'était le cirque, c'était les saltimbanques, c'était le manouche d'à côté, le mec qui avait... C'était vraiment impossible, puis la fanfare, les... Bon. Et puis, on fait ça, on fait plein de choses avec mes camarades du Cirque Plume d'aujourd'hui. On monte, mais dans la rue, puisque dans la rue c'est facile, on fait les arbres de Noël, les machins, enfin bon, on y va quoi, et on tricote, puis on rigole, puis on monte des trucs. Et puis en 83, mon ami marionnettiste nous prête un petit chapiteau qui est monté dans une cour d'un immeuble de Besançon, enfin d'un grand immeuble quoi. Et il nous dit, ben, je vous le prête si vous voulez. Et là, on monte un spectacle pour le chapiteau. Tous ensemble. Alors c'est drôle parce que quand on fait ça, nous, pourquoi on voulait faire du cirque? Mais à cause de Chagall. On voulait faire du cirque à cause de Fellini, à cause de Chaplin, à cause d'Henri Miller, à cause du vieux saltimbanque de Baudelaire. Enfin, l'imaginaire de cirque, c'était cet imaginaire-là, ce truc à côté des gens. Et c'était beau aussi que des gens un peu marginaux arrivaient à faire rêver tout le monde de la société. C'était quand même pas rien dans le cirque traditionnel. Et donc, on est dans cette histoire-là, on monte ce spectacle et ça marche bien. Et puis, il y a un mec qui me dit, je te monte une tournée. Donc, je fais une réunion en janvier 84 et je dis à tout le monde, on a à peu près 25-26 ans, on est ça. Il y a 10 ans, on rêvait incroyablement. Ben maintenant, on vit nos rêves ou on abandonne, mais c'est maintenant. Je vous propose de monter un cirque. Et tout le monde a dit, bah ouais. Bon, on n'avait pas de rond. On n'avait pas un rond, on n'avait rien. Non, mais on faisait la manche, donc quand même, on n'avait quand même pas beaucoup de sous. Et on dit OK, et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on achète des camions. Il y a du groupe qui avait un oncle qui avait un peu de sous à nous prêter, donc il nous prête, je ne sais plus combien, 70 000 francs, un truc comme ça. Et ce qu'on fait, c'est qu'on monte un dossier, on explique ce qu'on veut faire, et puis les régions venaient de naître, on va voir la région, on explique notre projet, on avait une pêche d'enfer, mais vraiment, on savait, on faisait les trucs, on va voir tous les conseillers, on va voir le mec à la culture, enfin bref, on était là, on dit, on va faire un truc. Moi, je leur ai dit à mes potes, dans 10 ans, on est la plus grosse structure de cirque nouveau, d'une autre façon, d'Europe. Donc, ils ont pris tout ce qu'ils avaient sur la main, puis ils me l'ont foutu sur la tête, en disant, t'es mégalo, et tout ça. C'était pas un but. Je savais qu'il y avait un truc devant, je le voyais, je le sentais, je le savais. Mais c'est bizarre, c'est comme ça. Donc, on se peint des caravanes, Fabien Barbier, et on se peint des caravanes, on fait des trucs, on achète des vieux tubes Citroën. Parce que les paysans, voilà, ça c'était moi là, du temps avec le tube, bon, voilà quoi, des trucs comme ça. Et les paysans, ils arrêtaient d'avoir des tubes, ils achetaient des camions un peu plus gros, on en trouvait à pas cher partout. Donc on achetait des tubes, 3 vitesses, je vous dis pas dans les côtes, bon, c'est comme ça. Et on fait ce truc-là, mais le mec qui m'a promis une tournée, il nous la file pas. C'était bidon, mais la région, et le directeur de la région nous dit, je vous donne une subvention de 80 000 francs. C'était vachement, quoi. Et ça, au lieu de la mettre dans la caisse, au lieu d'en faire des salaires, au lieu de je sais pas quoi, j'ai appelé plein de gens de villages et tout. Je leur ai dit, la région subventionne la moitié d'une opération d'une semaine où on fait de la musique, 2 spectacles, 3 spectacles, je sais plus, une expo, parce qu'on avait déjà plein de matos depuis la rue. Et donc, il y a plein de gens qui ont dit, ah ouais, ça vaut le coup, on a la moitié de subventionné. Donc, on a tout refilé la subvention
aux gens censés nous... Mais on a monté une tournée, on s'est fait voir, le spectacle a plu aux gens, ça s'est dit, on a commencé comme ça, quoi. On a commencé à monter, et puis on est sorti de Franche-Comté, et puis on avait un chapiteau tellement pourri on en a fait faire un autre parce que ça allait pas. La première fois qu'on sort, on revient à contrôle de gendarmerie entre Strasbourg et chez nous. Le mec il dit mais c'est quoi ça? Ben, on avait le chapiteau dans une caravane coupée en deux, on l'avait posé dessus. Les gendarmes, alors là je ressors mon baratin, enfin non mais on avait la pêche et ça faisait même les gendarmes ils étaient sensibles à ça. Et donc le gars au bout du truc il dit mais je peux pas vous laisser sans rien. Il m'a donné une amende pour stationnement interdit parce qu'il était obligé de m'en faire une, ce qui était un cadeau, quoi. Donc on avait quand même des choses positives qui nous arrivaient et puis on s'est mis à travailler. Sur le travail artistique, on avait évolué en jonglage, donc on est obligé d'être inventif, parce qu'on n'avait pas commencé... moi, j'ai vu mon premier spectacle de cirque, j'avais 23 ans. Donc les artistes de 23 ans d'aujourd'hui, ils ont commencé de presque 20 ans avant. C'est pour dire, quoi. Mais c'était très sensible et on s'est donné, pour la communauté qu'on était, des règles. Et la première règle, c'était qu'on ne critique pas une idée énoncée verbalement. On l'a fait, personne n'a le droit de la commenter. Ça a été vachement bien pour nous. Mais si on avait quelque chose à dire, c'est par une autre idée sur le plateau. Et juste cette règle-là nous a beaucoup servi. C'est-à-dire on ne fait pas de commentaires, de baratins, de trucs comme ça. Non, non, on va sur le plateau, puis on fait les choses. Et puis si on veut trouver mieux, et ça donnait des dynamiques un peu de cet ordre-là. Et donc on s'est mis à faire le spectacle, a commencé à bien tourner. On va avec ce spectacle en 86 à Avignon. Et puis le premier spectacle, il y avait 7 spectateurs. Et quelques jours après, c'était plein. On a fait le plein tout le temps. On faisait des parades dans la rue. Oui. Ah oui, c'est une bonne question. On était 9. Et puis rapidement, on était 9 fondateurs et rapidement, on a embauché 2 artistes. Et dans cette période-là, nous, on ne se payait pas vraiment. On mettait la sauce tomate dans les nouilles, mais on payait nos artistes. On a tout le temps fait des règles très précises de façon de travailler. Voilà. Et donc, le spectacle d'Avignon marche, on se prépare à aller à Paris, on est à Paris en 88-89, on arrive à trouver les arènes de Lutèce. On nous prête les arènes de Lutèce pour mettre notre chapiteau. C'est génial, on arrive là avec le convoi, on se pose, nous qui arrivons des forêts du Jura, et la première nuit, il y a une chouette sous la lune qui se met à chanter, quoi. Au milieu de Paris, ça c'était top. Et on commence à avoir vraiment du succès, les premiers bons articles dans Le Monde, dans l'IB, et on se met vraiment de plus en plus au travail, enfin de plus en plus on bosse, on construit ça, on fait quand même des choses à côté, et on crée un deuxième spectacle, on ne croit pas que ça peut arriver, ben si ça arrive, on arrive à en faire un deuxième, il a quand même, je dis quand même, mais on fait un succès dans Paris, on se pose, on est en 89, en 84 existe Zingaro qui commence, Archaos qui commence, il y a une idée comme ça du cirque qui se fait, on commence à exister vraiment bien, on a les outils qu'il nous faut, l'esprit du spectacle qui est là et qui ne va pas changer jusqu'à maintenant. Et l'esprit du spectacle, dans ces années-là, si je suis trop long, vous me dites, hein, mais je pars selon ma tête, dans cet esprit-là, on avait plusieurs éléments qui ont été constitutifs. On était quand même en référence du cirque traditionnel. On venait pas de nulle part. Donc il y avait quand même des éléments de cette idée du cirque traditionnel. Et en 88, je pense que le cirque a des racines très ancrées dans les mythologies, très ancrées dans la terre, dans des vieilles... je pense encore que quand on a fait les dessins de Lascaux, c'est pas possible qu'ils faisaient pas des actes de danse et de cirque à côté pour faire rigoler les copains autour du feu, autour de je sais pas quoi, sous la lune. C'est vraiment cette idée-là, qu'il y en a un qui monte sur les épaules de l'autre, puis le troisième sur l'autre, pour essayer de choper la lune. C'est sûr qu'ils ont fait ça, moi j'en suis sûr. Sinon, ils n'auraient pas peint comme à Lascaux. C'est ça que
je pensais à l'époque. Et je lis Mircea Eliade pour essayer de comprendre dans l'histoire des religions et dans l'histoire des rituels ce qui nous appartenait. Alors, voilà, donc c'est un truc comme ça, je regarde et je vois une chose qui m'a impressionné, c'est que dans les cabanes rituelles un peu partout autour de la Terre, c'était un endroit qui est fait de terre ou de sable, sur lequel il y avait un ou deux mâts qui portaient le monde, et on mettait un toit comme ça, avec des étoiles qui représentaient le ciel, et on venait rituellement, à heure fixe, représenter notre façon d'être au monde et le début des origines. Et je me dis, eh ben voilà, c'est ça qu'on fait. C'est le cirque. On a une toile, un truc étoilé, il y a de la sciure ou du sable par terre, il y a des mâts qui soutiennent. Et puis on vient ritualiser notre condition humaine, chercher ce qui nous appartient dans cet endroit-là. Il y a une autre chose aussi dans ces rituels, c'est que ça se passe en vrai, ça se passe de façon... Alors on ne voulait pas faire une religion dégradée du cirque, mais je trouvais les endroits de ça. Et puis tout d'un coup... il y a un autre endroit de Eliade qui m'interpelle, c'est son bouquin sur la nostalgie du paradis. Il dit, voilà, tout le monde, toute l'espèce humaine a une nostalgie du paradis. L'endroit d'avant, l'endroit où on était des anges, l'endroit où, pour les Amazoniens, ils parlaient avec les animaux, l'endroit d'avant la chute. Et tout d'un coup, je pense que le cirque, c'est la nostalgie de ce paradis-là, puisque tous nos actes sont avant la chute. Si on est fil de ferry, c'est avant la chute. Si on est jongleur, c'est avant la chute des balles. Si on est trapéziste, c'est avant la chute. Si on est acrobate, c'est avant la chute. C'est tout avant la chute. Et même le clown, il est avant la chute de son histoire. Et cette idée d'une nostalgie de paradis, c'est cette idée de se trouver au centre des choses tout le temps, enfin, de ce moment de ça, d'être au cœur du monde, d'être dans un endroit rituel au cœur du monde. Et je me dis, ah là là, on est dans cet endroit-là. Et puis la dernière chose qui est un peu, alors c'est même pas théorique, c'est vraiment un truc c'est pas pour appliquer ça, c'est que je sentais qu'on était là. C'est plutôt, voilà, j'ai pas fait, c'est pas des études que j'ai fait, j'ai lu ces bouquins, c'est tout, une fois ou deux, j'ai souligné des passages, mais pas plus. Et il y a une autre chose aussi qui m'interpelle vachement, c'est dans Mythologie, Barthes parle du music-hall, voilà, et bien dans music-hall, il dit que le temps du music-hall et le temps du théâtre n'est pas le même, que le temps du music-hall est un temps immédiat, et le temps du théâtre est le temps de la narration, le temps de l'avant et de l'après. Et on éprouve ça tout le temps dans le cirque, qui est cette histoire de temps immédiat. C'est-à-dire l'acte de cirque, il peut raconter des choses, enfin il se développe, mais il existe dans le temps où il existe. C'est l'éternité du saut périlleux. Le temps du saut périlleux, c'est ce temps-là qu'on va partager avec lui au même moment, et c'est pas une histoire qu'on raconte avant, une histoire après. Et j'ai pensé qu'il y avait une grande difficulté de la narration au cirque, et que nous étions dans un endroit archaïque où on allait être toujours en temps immédiat, en temps tout de suite, dans cette histoire-là. Et c'était comme ça qu'on faisait. Donc d'où c'est cette chose de le partager au moment, d'avoir des émotions ensemble, de rire ensemble, de pouvoir avoir peur, d'avoir peur que la personne en l'air tombe, d'avoir la joie de rire, mais on est ensemble. Et on a vite vu que ces joies-là au cirque, mais même aussi dans toutes les formes de cirque, ces joies-là, elles existent. Tout le monde rit ensemble, tout le monde respire ensemble, tout le monde se met dedans. Et de là à passer à l'élément de la poésie, ben, il n'y a qu'un pas, il n'y a même pas de pas, c'est comme ça, ou de l'histoire de l'instant qui est pareil que l'éternité, c'est exactement cet endroit où nous sommes, c'est quand vous regardez quelque chose qui nous allume la tête, mais très simple, un coucher de soleil sur la mer, on est au Havre, tout simple, une feuille une goutte d'eau sur une feuille, un bout de pluie, enfin ce que vous voulez, plutôt dans la nature pour nous, parce qu'on vient d'un milieu rural et puis on a envie d'y être, mais cet endroit-là, c'est ce qui se passe au moment où on le vit, et c'est
c'est de se sentir vivant parce qu'on vit là maintenant, puis pas avant, pas après, entièrement, le plus possible, de la tête aux pieds et tout ça. Et dans le cirque, mais dans la danse, dans le théâtre, il faut être présent en scène entièrement, sinon on se fait très très mal, quoi. Et cette présence de chacun des artistes, elle est partagée avec chacun du public. Ça finit par être la même présence. La présence de l'artiste donne la présence du public. On est ensemble dans cette histoire. Et le rêve de départ, c'était d'être ensemble, de partager des choses, d'avoir un monde, un monde où on peut partager des trucs, même si on n'est pas d'accord sur d'autres plans. C'est un rêve, hein, c'est une utopie, mais bon, la Franche-Comté est un pays d'utopie. Et donc, c'est ce truc-là qu'on cherchait, c'est vraiment ça que je cherchais. Et dans nos spectacles, d'une certaine façon, on y est pas mal arrivé. On est pas mal arrivé à proposer ça. Je vous interromps un peu, mais... Ouais, parce que là, j'y vais. Hein. non, mais justement, je reviens toujours à la comparaison avec le cirque traditionnel. Ouais. Dans le cirque traditionnel, il propose aussi tout ce que vous avez raconté là, le temps immédiat, l'éternité du saut périlleux, le fait d'être ensemble, de vibrer ensemble, de partager des émotions, de rire. Mais vous avez amené autre chose aussi. Vous avez amené une poésie visuelle, vous avez amené... Vous avez aussi voulu autre chose que toute cette magie qui appartient au cirque traditionnel. Alors, vous avez eu envie de raconter aussi des histoires. Non, pas d'histoire. Bon, je vous laisse parler. Non, pas d'histoire. Non, mais c'est vrai, c'est pas d'histoire. Nos constructions sont plutôt en poème qu'en histoire. Il y a des bouts de narration. Des fois, dans les spectacles, on a frotté la narration. C'était pas le plus facile, mais c'était le plus... Enfin, il fallait le faire un peu. Enfin, c'est un peu... Voilà, on fait plein de spectacles, il faut qu'ils soient différents les uns des autres quand même. Mais alors, le cirque traditionnel, mais on voulait tout du cirque traditionnel. Et dans le cirque traditionnel, c'était quand même un truc incroyable. C'était... Tout le monde venait au cirque. Les aristos, les bourgeois, les pauvres, tout le monde allait au cirque. D'ailleurs, ça me permet de répondre à cette question. Mais pourquoi tout le monde venait? Ils ne vont pas tous à l'opéra, ils ne vont pas tous au théâtre, ils ne vont pas tous à la choucroute du village, mais ils vont tous au cirque. Eh bien, j'imagine toujours d'ailleurs, que le cirque était constitué de gens marginaux. Le mot cirque est dépréciatif. C'est complètement dépréciatif. Le mot cirque, c'est le cirque là-dedans, enfin, on le voit partout. La réalité du cirque est dépréciative. Avec nos petits convois, je vous dis, la première tournée, on avait des camions, des caravanes bleues claires, et il y avait toujours un petit camion bleu foncé derrière nous, hein, mais à toutes les villes. C'était comme ça, quoi. Et donc, cet endroit de marginaux, de gens de sacs et de cordes, de soldats qui ne pouvaient plus rentrer chez eux et qui rentraient dans cet univers-là, constituait un univers dont on admirait une certaine façon et dont on méprisait la totalité. Mais on allait les voir, on allait acheter des chevaux et tout ça. Et cette marginalité, quand le cirque a quitté cette marginalité, après la guerre, quand elle est devenue le spectacle qu'on voit à la télévision, le public nombreux et de toute classe sociale a cessé d'aller au cirque. Il n'y a plus qu'une classe sociale quasiment qu'allait voir le cirque. Le cirque mourait de ça, il me semble. Et comme par hasard, dans les années 80, les trois compagnies, il y en a eu d'autres, hein, mais je cite celles que j'ai citées tout à l'heure, nous étions, chacun à notre façon, des marginaux. Le cirque Plume un peu libertaire et écolo et tout ça. Le cirque Zingaro, il jouait les aristos manouches, mais et puis Arcao, c'était Mad Max, c'était des punks. On était tous marginaux et comme par hasard, tout le monde est revenu nous voir. Il y a une idée comme ça dans ces histoires. Et nous, on est comme le cirque d'avant, mais le cirque, au moment où on a commencé, c'est nous qui étions dans l'air du temps. Mais 100 ans avant, c'était eux, ou je sais pas quoi, ou 30 ans avant. C'est pas une histoire. Mais dans le fond, pour moi, c'est la même chose. C'est pas un truc qui a une rupture. Il y a une rupture formelle. Il y a des ruptures comme ça. Mais cette recherche dont je parlais tout à l'heure, qui est propre au cirque, je pense qu'elle existe encore. Ça va, je parle, c'est bon, je continue, hein, mais vous me dites s'il y a des trucs, mais... Il y a une rupture quand même assez fondamentale, c'est qu'en 92, vous avez fait un spectacle
Oui. Et vous avez mis en scène un numéro de dressage, voilà. mais en le caricaturant. C'est-à-dire vous... Par rapport, voilà, la grande différence, c'est que vous avez dit, nous, on va faire un cirque sans animaux, et vous avez quelque part... Oui, non, mais on n'a pas dit on va faire comme ça contre quelque chose d'autre. On a fait avec ce qu'on avait. On a eu un cheval à un moment donné, puis on a eu un chien, on a eu 2 bestioles. Et puis, en 91, il y a Cyril Casmès qui est dans le spectacle là, parce que j'avais envie qu'il finisse avec nous, qui fait effectivement un homme-chien qui était un peu extraordinaire, et on a appelé le spectacle « Nos animaux Massanima ». Et là, c'était vraiment, oui, alors on a dit, on s'est fait des ennemis partout dans le cirque traditionnel, comme si on les attaquait, et c'est là que la première fois que j'ai fait le travail d'ombre avec la petite boule rouge, enfin, on avait un spectacle qui a vraiment super bien marché, mais c'était pas une revendication, c'était pas un tract, c'était notre spectacle. Et bien sûr, on déconnait avec un animal qui était comme ça. Et d'ailleurs, alors, pour dire aussi l'histoire de la troupe, c'est donc en 91, on fait Nos animaux Massanima. On va à Paris. Alors, on avait un mec qui voulait nous faire devenir le Cirque du Soleil. C'était Bernardin, le fils du mec du Crazy Horse, qui avait fait venir Madonna à Sceaux. Il vient, il aimait le spectacle, il dit oh, on va faire du pognon ensemble et tout. Je disais mais mon Dieu Pascal, c'est pas notre truc, c'est le tien. Pas... Bon, mais c'est lui qui a dit le nom, qui a trouvé le nom, et il était génial en communication. Et puis c'était sympa de voir quelqu'un qui s'intéressait à nous. Donc on fait ce spectacle, je veux dire, qui marche bien. On fait Paris, on fait un succès phénoménal. On compte les billets. Mon Dieu, on a gagné 2 millions de francs. Nous, on n'avait pas de rond, hein. On commençait à peine se payer depuis un an ou deux, depuis un an, 2 ans avant, quand on commençait à se faire des salaires et tout vraiment. Et puis, c'est génial, on compte les frais, puis on avait dépensé 3 millions. Tout le monde voulait acheter ce spectacle, on avait 100 briques de dette. Non mais 100 briques, on ne savait pas ce que c'était que l'argent. On avait pour faire, mais c'était vachement quoi. Et je vous dis ça parce que ça fait partie de notre histoire. Et il y a un mec de Bercy qui m'appelle et qui dit « J'aimerais je vous propose de faire 18 spectacles pour 12 000 spectateurs, chaque spectacle dans le POPB de Bercy. » Moi, j'ai dit « Non, nous, on ne fait pas ça. Hein. » Et puis je raccroche, quoi. Puis le gars, il rappelle et il dit « Non, mais attendez, j'ai vu votre spectacle et au moins, écoutez-moi. » Enfin, et puis mon administrateur me dit « Hé, Nanar, on est mort là, hein, tu sais qu'on est mort ?» J'y croyais pas, mais j'y croyais pas, on n'est pas mort, on a de la pêche, on a un beau spectacle, on ne peut pas être mort. Donc ça me touchait pas, mais vraiment pas. Et donc le mec, j'ai dit « Bon, écoutez, envoyez-moi votre budget, dites-moi les conditions. » Les conditions, c'était des conditions hallucinantes. On avait 1 jour de répète. Et 1 nuit pour faire les éclairages, mais sans artiste. Bon, le mec me dit, j'ai tant, je vous propose tel budget. Et donc, avec ce budget, je regarde si... Alors, il me dit, mais il me faut la réponse dans 4 jours. Donc, pendant 4 jours, j'imagine un spectacle possible à Bercy. Et pour le budget qu'il m'a donné, pour payer tout avec le budget qu'il m'a donné. C'était assez important, hein, parce que... Et puis, je rajoute 500 000 francs. Et j'ai dit, OK, je le fais pour ça, au moins, on gagne 500 000 balles, la moitié de nos dettes. Si ça marche, on le fait, quoi. Et bien, le mec, il n'a pas hésité, il m'a dit, OK, tout de suite. Mais sans discuter, il me dit, merde, tu aurais dû mettre 1 million. Mais autrement, c'est vrai, et c'est comme ça c'est cet endroit qu'on avait dans la tête, qu'on doutait de rien. Moi, je doutais de rien. C'est bizarre aujourd'hui, ça me fait bizarre. Mais je doutais de rien. Donc, j'ai pas mis Bercy, non, mais j'ai quand même un peu honte, hein, parce que c'était... j'ose pas tout, quoi. Mais, ça y est, ah ouais, attendez, je fais un... Alors... Oh putain, alors, je vous dis après. Donc, je finis juste ça. Et donc, j'ai passé 3 semaines avec un chronomètre dans Bercy et j'ai fait une mise en scène précise pour 50 artistes au chronomètre dans Bercy, à arpenter de droite à gauche, de machin et tout. Et on a fait un spectacle qui était médiocre, mais qui avait des moments super dedans, des moments où on ne voyait rien, parce qu'une trapéziste dans Bercy, on ne peut pas la voir, enfin bon, des choses comme ça. Mais
Ils nous m'avaient demandé d'avoir des animaux, j'ai appelé des copains dans la Drôme qui avaient des chevaux, qui faisaient de l'acrobatie à cheval, mais qui avaient des troupeaux de moutons et des chiens de moutons et un troupeau d'oies. On a mis des moutons, des chevaux et le troupeau d'oies. Le troupeau d'oies, il y a une poursuite qui arrive dans un coin de Bercy, qui traverse tout Bercy, puis on avait le bord de piste du Cirque du Soleil, ils nous l'avaient prêté. Et donc il y a le troupeau qui arrive, il y a 12 000 personnes qui regardent 33 se balader sur le truc, et qui rentrent dans le bord de piste, et là, éclat d'applaudissements partout. Enfin, il y a eu des trucs poétiques comme ça dedans. Bon, bref, on a sauvé la boîte comme ça, et c'est toutes des choses comme ça qui a permis au Cirque Plume d'exister. La créativité, tout le monde y mettait. La musique de Robert Mini, qui était une musique vraiment très très belle et très... et puis la pêche qu'on avait, puis le désir de ça. Et je dois rajouter, parce que l'autre truc par rapport au cirque traditionnel, pour répondre à tes questions, celle-là, il y a une autre chose qu'on voulait aussi, au Cirque Plume. Le cirque, c'était tout le temps les gros gaillards machos, le guerrier, la nana qui te sert en petite tenue. Et ça, on a dit, on va pas faire ça. On va pas être là. Mais même Zingaro, il fait pareil, c'est un grand guerrier, tout le monde l'admire, les Arcaos, tout le monde fait ça. C'est-à-dire, on a l'envie du guerrier, l'envie du droit de tuer, dirait Albert Cohen dans Belle du Seigneur. Vous vous rappelez les gorilles, le truc du... Mais oui, c'est ça. Et donc, nous, vu notre histoire et tout, c'est le truc qu'on ne voulait pas faire. On voulait pas, enfin, on voulait pas ça, mais on ne faisait pas comme ça déjà avant. Et donc, on a mis cet endroit d'être ailleurs que ça, et plus sain que les animaux. Ce truc-là, on a détourné ça, on ne voulait pas ça. On voulait être dans la fragilité, pas dans le guerrier, pas dans la guerre, pas dans la puissance. Nous, on disait, bah ouais, on est dans la fragilité, dans la poésie, dans je sais pas quoi. Enfin, on acceptait d'être fragile, et puis on l'était à certains égards, pas à d'autres. Enfin bon, tout ça, quoi. Mais c'était une volonté politique. Et voilà comment je ne sais pas si je réponds beaucoup à l'artiste, c'est hyper compliqué, mais voilà pourquoi on l'a fait. Et comment on l'a fait? Parce qu'on était des artistes aussi, quand même. Mais j'en ai parlé pas, mais c'est les spectacles qui le disent, c'est pas la peine que j'en parle. Mais c'est cette idée-là. Et l'autre truc aussi, on a appris à se parler. Parce que quand on est 9 et 10 et qu'on a plein de gens et tout, on sait structurer. Alors ça c'est peut-être, si tu peux, je peux encore? Ah ben bon. Oui. Alors, c'est ma chef, elle me dit des trucs. Mais, donc, il y a aussi qu'il fallait avoir une vision du monde pour tenir longtemps comme ça. Le premier truc qui nous est arrivé, c'est la bagnole mal garée devant la caravane de Réunion. Ouais, tu fais chier ta bagnole, bordel, elle est tout le temps là et tout ça. Et tout d'un coup, la première chose, on a dit, bon, ça c'est une litote. Pourquoi tu dis la bagnole? C'est un prétexte, qu'est-ce que tu as à dire en vrai? Et puis tout d'un coup, on a dit ce que ça révélait. Et puis on a appris à se parler. Et puis on s'est structuré, on a structuré la boîte, et puis on a toujours fait des éléments de dialogue et d'être ensemble, de comprendre ce qui se passe dans un groupe humain. On s'est aidé de l'analyse transactionnelle pour se comprendre, etc. On a essayé d'apprendre à être ensemble. Et puis voilà, enfin, c'était un accompagnement de tout ça. On a essayé d'être aussi... Puis, il y a un truc qui était bien, on a monté une société, mais on a interdit la distribution des bénéfices dans la société. Donc ça, c'était déjà réglé, quoi. On n'avait pas de... tout ce qu'on fait comme bénéfice sert à refaire un spectacle après. Donc c'est bon, ça c'est tranquille. Et puis Robert et moi, pendant 20 ans, on n'a pas touché de droit d'auteur. C'est revenu dans le Cirque Plume. Donc voilà, c'était aussi des choses comme ça. C'est toutes ces choses-là qui ont fait que le Cirque Plume a bien fonctionné. Alors en 88, ça commence à bien marcher, mais on n'a plus un rond. C'est pareil, encore une fois de plus, où il n'y a plus de rond. On embauche un administrateur et il dit, nous, on se payait encore pas beaucoup. Il était beaucoup plus payé que nous. Il dit, je viens à tel prix. On n'a pas de rond, je crois, on a vachement de dettes, et on l'embauche et on lui fait un CDI. Et puis, aujourd'hui, on entend des jeunes gens. Alors, non, je vais critiquer les jeunes gens, je suis vraiment vieux, c'est pour ça qu'on arrête. Mais des fois, j'entends dire, ouais, on ne peut pas avoir d'administrateur, on n'a pas de subvention.
Ben non, s'ils ont des dettes, peut-être ils auront besoin. Enfin, c'était un esprit comme ça. C'était l'esprit de dire, on va l'embaucher parce que c'est un investissement qui va... Et puis ça a été vraiment bien parce qu'il a structuré le truc, enfin, etc. Donc le Cirque Plum, c'est une aventure humaine, c'est une aventure de se parler, et on se parle. Hein. On se parle vraiment, je veux dire, on était obligé de se parler. Il n'y en a pas un qui... Alors on a pris chacun des responsabilités, chacun dans son coin. À un moment donné, on était 8 directeurs, et nos salariés ont dit, bon, vous arrêtez vos conneries, parce que 8 directeurs, c'est la merde, quoi. Il y en a tout le temps un qui vient de dire un truc à un autre, enfin, ça allait pas, quoi. Bon. Alors, on a réglé un peu ces questions-là, après, il y a les questions de compétences, etc., quoi. Et on a monté cette boîte un peu comme ça, et on a créé un cirque sur l'amour de la poésie, de la littérature, du cinéma, sur notre histoire personnelle, et on vient de la Franche-Comté, qui est une région d'utopie, ouais, c'est la région de Fourier, c'est Lippe, moi je me sens proche des Lippes, enfin j'en connais certains et tout ça. C'est un peu ça qu'on a fait, c'est un peu cette idée-là, voilà, c'est vraiment le chemin buissonnier des années 70. On avait envie de faire quelque chose et on voulait être artiste, on a trouvé tous ces chemins-là. Et ma grande fierté, c'est vraiment d'avoir su réunir vachement de monde, de classes sociales différentes, de classes d'âge différentes, de tout. Je crois que le cirque s'adresse à nous dans l'inconscient, s'adresse à nous dans les émotions, s'adresse à nous dans ce qu'on est comme humain, sans le besoin de partager une culture. On peut avoir des cultures différentes et avoir les mêmes émotions devant cet art du cirque. Et je pense que je n'aurais pas pu aller ailleurs, vu le milieu duquel je venais. C'est vraiment une histoire sociologique aussi, cette histoire-là, pour avoir ce truc-là. Et pour finir, enfin pas pour finir, mais dans cette idée-là, je cherche, parce que je vais bien vous dire que maintenant qu'on va bientôt arrêter, c'est un truc que je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui nous est arrivé? Comment c'est arrivé? Pourquoi on a fait ça? Comment il y a aussi une autre chose que je sens, qui m'est personnelle, mais je la partage avec certains d'entre nous, c'est que le baby-boom, on est quand même les enfants de la guerre civile européenne 14-45. Et on est les enfants de l'horreur. On est les enfants de la destruction de l'Europe. Non, mais l'Europe est con comme personne n'a été con depuis le début de l'humanité. On avait tout en 14, on était riches, on avait toute la culture, on avait tout, on s'est suicidé, quoi. Et ce truc-là, on le portait. Les générations qui sont nées dans les années 50, ils ont porté ça. Ils ont porté la mémoire de ce truc-là. Et dans quand j'ai pris conscience de ça, mais même pendant l'enfance, je me suis dit, je ne veux pas aller là. Et il faudrait qu'on trouve un endroit qui est à l'opposé de ça. Et je trouvais que c'est un peu comme les leviers. Il y avait le grosse merde là de toutes ces horreurs. Et puis on est allé essayer de trouver le plus loin possible pour essayer de peser. Alors, aller loin, on y arrivait un peu. Peser, on n'y est pas arrivé. Mais c'était un peu ça. C'est tout ça qui nous portait. Enfin, en tous les cas, moi qui me portais. Je ne veux pas dire que c'est partagé idéologiquement par mes amis, ou je sais pas. Mais moi, ça me portait extrêmement, ça. Une espèce d'endroit qui est de l'autre côté de la violence, dans un art qui porte beaucoup de violence aussi, de danger, et puis dans une histoire aussi, on montrait des gens quand même sérieusement baraqués, enfin, dans une idée comme ça aussi, hein, de guerriers, autrefois c'était ça, le cirque. Et on a transformé le cirque, du cirque peut-être du guerrier, machiste et tout ça, on a fait autre chose. Puis on l'a pris en poésie et tout, enfin voilà quoi. C'est à peu près tout ça, quoi. Et est-ce que vous pouvez nous préciser, alors au fil des ans, combien il y a de fondateurs? Oui. Voilà. Et les autres, les jeunes artistes, où est-ce que vous allez les chercher? Alors, ça dépend des moments, des époques. Nous, on était 8 fondateurs, parce que sur les 9 de départ, il y en a un qui a dit « Non, non, moi je vais faire juste de la trompette, je vais m'occuper de rien », mais je lui ai dit « Attends, on va faire un truc super, si tu t'occupes de rien, tu ne seras pas fondateur ». Il dit « Ouais, ouais, d'accord, moi je fais la trompette, puis je rentre chez moi ». Donc c'est comme ça, et puis maintenant on le remet dedans, parce qu'il est avec nous, enfin bon. Mais ça m'avait tellement gonflé qu'il me dise ça, je dois le dire. Mais, alors on est 8, mais Robert Mini a disparu en 2012, donc notre compositeur qui s'est suicidé. Et c'est une des charges aussi que porte la compagnie, c'est ce malheur-là. Et
depuis quelques années, il suffit de mettre une annonce dans 3 écoles et dans Facebook ou dans les réseaux sociaux et on reçoit 400 propositions d'artistes, quoi. Pour Tempus et pour celui-là, je passe 3-4 mois à regarder les vidéos. Parce que je ne peux pas en regarder 15 par jour, après on ne voit plus rien, quoi. Donc, et je regarde tout. Même si je trouve les gens font l'effort d'envoyer, donc je regarde tout, donc c'est long. Mais voilà. Et puis je prends 6 personnes. Donc c'est comme ça, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est un peu ces trucs-là. Et ensuite, alors, le cirque a changé, puisque c'est un peu l'eau. Assez rapidement, derrière nous, il y a eu quand même l'école de Châlons a formé des artistes, a fait un spectacle vachement bien avec Anomalie, mais qui était tourné plus vers la danse que vers le cirque traditionnel. Et on a dit, ben voilà, maintenant c'est ça qu'il faut faire, quoi. Enfin, mais c'était bien qu'il l'ait fait, parce que le spectacle c'est Natch qui, voilà. C'était super, hein, c'était un beau spectacle et tout. Il y avait une autre façon de faire. Après, il y a eu plein d'autres façons de faire. On n'a pas échappé à ce que quelques petits marquis de la culture nous aient suggéré, maintenant, il faut arrêter. C'était, il y a, je sais pas, en 80, je sais pas combien, en 92, 13, 15, ouais, à peu près, un peu de trucs comme ça, quoi. Mais on n'a pas arrêté. Mais... je comprends pas. Ouais. On vous a dit il faut arrêter. Cirque Plume, il faut arrêter. La revue Hors les murs qui s'occupait du cirque nous a boycotté pendant 7 ans. Et pourquoi? Pas un mot sur le Cirque Plume. Ben parce qu'on avait, c'était plus nous le vrai art, c'était les autres. Mais c'était comme ça, c'était une connerie, quoi. Enfin, c'est des conneries. Mais ce qui était beau, c'est ce que vous appelez les donneurs d'ordre. Ben oui. D'accord. Non, mais c'est ça. Alors tout d'un coup, nous, on était partis dans une idée de liberté, parce qu'on s'autofinance à 87% quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on a tout le temps fait que ce qu'on voulait. Pas tout à fait, parce que la réalité fait que quand il y a du vent au Havre, si on est en camion, on a le vent dans le camion, mais toutes les nécessités de tout, oui, mais on a fait en gros ce qu'on voulait, quoi. Enfin, vraiment, on a une très très grande liberté qui est difficile à tenir, parce qu'il faut que beaucoup travailler, beaucoup jouer, et puis il faut être hyper rigoureux, sinon on ne peut pas y arriver, quoi. Il y a une très grande rigueur économique, très grande rigueur de tout, pour arriver à passer, mais c'est génial de le faire. Et il arrive aussi que le cirque qui était marginal est devenu dans la culture. Alors c'est génial, ça. Moi je militais pour ça toutes ces années 80. Je faisais partie des commissions ministères. Je disais il faut ça, il faut que tout le monde s'occupe du cirque, les psychanalystes, les philosophes, les machins. J'avais envie que le cirque sorte un peu à la lumière. Il y a un petit truc qui est, je ne vois pas comment c'est autrement, mais le cirque, ça est dans la culture. Alors la culture a dit, ouais, mais vous venez dans la culture, mais il faut peut-être essuyer vos godasses. Il faut rappeler qu'avant, c'était sous le ministère de l'Agriculture, le cirque, jusqu'en 1978. Donc, c'est ça que j'appelle les donneurs d'ordre. Il y a eu quand même une tentative de dire, si vous venez chez nous, il faut quand même nous ressembler un peu. Donc ça existe aussi quand même. Mais ça c'est mis. Mais les artistes sont quand même plus forts. C'est-à-dire que même s'ils sont d'accord pour rentrer dans des cadres qui sont comme ça, leur liberté reste totale et ils ont fait des choses merveilleuses, quoi. Mais il y a un peu ça aussi. Mais bon, voilà, quoi. Ça, on n'échappe pas à ce truc-là, quoi. Et puis, nous avons mis cette histoire-là avec notre culture et les jeunes générations mettent la leur avec leur culture. Et puis, le monde change, c'est comme ça. C'est pas vraiment un problème. C'est ça que j'appelle les donneurs d'ordre. Les gens qui disent, ah ouais, mais je te prends, mais il faut que tu fasses ça, ou je sais pas quoi. Mais on a échappé à ça. Pour créer, ou pour... Alors bon, c'est interdit, personne ne fait ça en vrai, hein. Tout le monde dit qu'il ne le fait pas, mais ça existe comme dans toute la société, quoi. C'est un truc du groupe humain, c'est pas... Mais des fois, j'en parle. Voilà. Mais justement... C'est pour ça que je réponds à ça. Aujourd'hui, quand on parle de cirque, et bon, même ce qu'on peut présenter au Volcan, on a des formes qui sont extrêmement différentes. Entre un Aurélien Bory qui a fait des études de maths physique et puis qui travaille sur des spectacles qui sont magnifiques, mais qui sont, je dirais, assez abstraits, assez conceptuels. Il travaille beaucoup le mouvement, la forme. Et puis, une jeune compagnie comme Accord et Accro, alors eux, ils sont complètement dans l'acrobatie.
vraiment dans le saut périlleux, dans la performance physique, entre quelqu'un comme Adrien Mondeau qui lui se sert du numérique. Enfin, on a des univers qui sont aujourd'hui extrêmement disparates. Génial. Et même nous, on ne sait plus si on doit appeler ça du cirque ou pas. Et bon, vous me direz, peu importe, mais certains font appel à la danse, d'autres au théâtre, d'autres au numérique, d'autres à tout, et mêlent toutes les disciplines. Et finalement, on se dit, mais dans quelques années, est-ce qu'il y aura encore du cirque ? Est-ce qu'il y a encore de la peinture? Est-ce qu'il y a encore de l'art? Est-ce qu'il y a encore de la danse? Vous savez, Dieu est mort au 19e, l'art est mort dans les tranchées, on n'a pas retrouvé le corps, le cirque est mort, la danse est morte, le cinéma est mort, tout le monde est mort tout le temps, quoi. Non, c'est pas ça, c'est une joie incroyable. Il y a un art qui se folklorise, et tout d'un coup, mais comme tous les arts qui mettent en révolution à un moment donné, et puis tout d'un coup, il se met en révolution et ça essaime partout, dans tous les sens. Pour moi, c'est génial. C'est incroyable. C'est un cadeau de la vie, mais vraiment un cadeau. On fait un truc. Je ne dis pas que c'est nous qui avons fait ça. Hein. On a juste ouvert une porte. La porte, une fois qu'on l'a passée, la porte, elle est ouverte, c'est tout. Mais, pas que nous, en plus. Mais quand même, on a ouvert une porte. Ce n'est pas encore nous. C'est pas parce qu'on était exceptionnel qu'on a ouvert cette porte, c'est parce que la porte était déjà ouverte. On a juste vu la porte. Enfin bon, il faut mettre bien les choses où elles sont, mais quand même, c'était un art folklorisé, un peu comme ça, et tout d'un coup, il prend tous les champs des possibles. Mais oui, mais alors du coup, quel est j'ai envie de poser une question, quel est le plus petit dénominateur commun du cirque ? Voilà, parce que du coup, on va à un spectacle, on voit une sorte de... Ça peut être du théâtre visuel, ça peut être... Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'on est dans ce que vous revendiquez comme étant le cirque et ce pourquoi vous vous êtes battu pendant 30 ans ? Alors, en vrai, je me poserais plutôt la question de pourquoi on veut toujours faire des définitions. C'est plutôt ça que je me poserais. Ah, mais oui. Parce que sur la question parce qu'il y a toujours ça, moi, quand on a commencé, il y avait la bagarre entre qui fait du cirque, faut un clown, faut une piste ronde, faut ceci. Il y a toujours des bagarres de cet ordre-là. Et je vous dis, c'est pas vrai. Le vrai truc là-dedans, c'est que si tu es dans cette case, si on est dans la case danse contemporaine vachement appréciée par les élites, il y a plus de pognon que petit cirque détesté par les supermarchés. Bon, c'est comme ça. C'est plutôt que les cases correspondront... en tous les cas, socialement, elles correspondront à si tu es là, tu as les subventions de là, si tu es là, tu les as de ceux-ci. C'est pour ça qu'on veut essayer de dire les choses, Mais dans le fond, on est quand même à l'époque de la transversalité. Dans tous les domaines, ça commence à se bouger, les frontières s'arrêtent. Je veux dire, pour les frontières, on veut les remettre, mais bon. On a quand même rêvé des mondes sans frontières, des expressions sans frontières, des mélanges des genres, le cirque, il se met là-dedans vachement bien, quoi. Enfin, non, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, quoi. Enfin, en gros, voilà, c'est pas vraiment un problème, mais on peut dire, oui, on fait. Je sais, Mathurin et Joanne Bourgeois qui se posaient la question, mais est-ce qu'on fait du cirque, comment on doit appeler ce qu'on fait? Je vois bien, quoi. Oui, ou même un Johan Le Guilherme qu'on a reçu, nous, plusieurs fois ici. Il fait du cirque. Alors, s'il y en a un qui fait du cirque traditionnel, c'est Johan, comme nous. C'est pas la vie de tout le monde. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Johan, il est dans cette émotion immédiate. Il nous offre un don de lui dans des univers poétiques incroyables. On est là, on est au cirque, vraiment, quoi. Non, il me semble... Mais parce que aussi, c'est vachement valorisant de se définir comme ceci, dévalorisant d'être comme cela. Enfin, ça, c'est la hiérarchie sociale. Nous, on a essayé de faire tout le temps les contours de ces trucs-là, alors j'ai eu du mal un peu à me mettre dedans, quoi. Hein? Et je vous pose une dernière question, après je vous laisse la parole. Je veux rajouter quand même une chose. Ouais. Si ça essaie de définir une pensée sur les choses, on est obligé de catégorier pour pouvoir les penser. Si quelqu'un dit, je vais regarder, ça je comprends cela. Mais d'un point de vue social, je comprends moins facilement. Voilà. La formation des artistes de cirque,
Alors bon, maintenant un on a bouquin pour enfants, puis on fait. Non, mais on a donc Châlons-en-Champagne hein, Oui. l'État a beaucoup voilà œuvré pour qu'il y ait une formation professionnelle et professionnalisante dans le cirque. Et du coup, vous, ça fait quand même 30 ans que vous êtes là, que vous embauchez que vous recrutez des artistes. Les jeunes artistes de cirque aujourd'hui, est-ce que justement on les forme à ce goût pour le métissage des disciplines ou est-ce qu'on continue à les former sur une discipline? Et quel est votre regard là-dessus, sur ces écoles de cirque et sur les portes à ouvrir dans la formation des jeunes? Et quand vous recrutez, est-ce que vous allez plutôt voir du côté des écoles de cirque ou vous regardez tout aussi bien la vidéo que vous envoie quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout? Et puis voilà. Et est-ce que pour vous c'est une garantie, ces écoles de cirque et cette formation mise en place? Eh ben, je vais vous décevoir, les écoles ne sont pas une garantie, que ce soit dans le cirque ou dans la grande industrie. C'est pas l'école qui va essayer des choses, mais c'est pas une garantie. Non, il n'y a pas de garantie. Moi, je regarde des artistes. Beaucoup des artistes qui ont travaillé avec nous ont été formés dans les écoles parce que le niveau a monté. Il y a une école à Montréal, une à Bruxelles, il y a l'école de Châlons, il y a le Lido à Toulouse, il y a quand même des écoles de grande formation. Ou à Kiev, il y a une école de cirque un peu plus traditionnelle mais qui forme des artistes. Moi, ce qui m'intéresse chez les artistes, c'est leur personnalité d'artiste. Donc, déjà dans une école, on ne devient pas artiste dans une école. On va prendre des connaissances, des pratiques. Il y a un truc qui est très important dans les écoles, c'est qu'ils sont en pratique en permanence. Ça, c'est très important. C'est un peu comme Et puis, c'est dangereux ce métier. Il est de plus en plus performant, donc il faut bien étudier. Les écoles ont ceci de très créatif, c'est que l'art de l'acrobatie a évolué d'une façon hallucinante en 30 ans, mais incroyable. C'est un peu comme dans certains, dans plein de sports incroyables, on ne pensait pas qu'il était possible de faire ces choses-là. Donc c'est aussi un lieu de création artistique, ou de découverte, d'exploration. Et ça, c'est vraiment bien. Mais moi, je n'ai pas vraiment de compétences pour dire « vaudrait mieux ceci que cela ». Le seul truc que je dis, pas trop d'injonctions dans les écoles, ne voulez pas que... Il y a toujours la tentation de dire je vais... d'être injonctif vis-à-vis des élèves, de vouloir quelque chose. Mais en fait, les écoles, doivent donner des possibles. Puis après, c'est les artistes qui deviennent artistes à leur façon. Il faut qu'ils développent la créativité. Et le danger, c'est un petit peu de faire des moules, si on a un danger, d'avoir un peu des formatages. On n'y échappe pas, mais c'est comme ça. Il y a des gens super, le formatage existe un peu, mais c'est formidable qu'il y ait ces artistes. Sans elles, il n'y aurait pas ce développement incroyable du cirque, ça c'est clair. C'est vraiment important. Alors ce qui est drôle pour nous, Cirque Plume, c'est que quand on a commencé, on était vraiment en dehors des gens qui avaient commencé très jeunes, qui étaient hyper performants et tout, et c'était ça qui faisait la beauté de nos univers. Mais on a été rattrapé par l'histoire, on a fait juste un petit bout de chemin buissonnier, et puis maintenant, on a des virtuoses dans nos spectacles. On s'est fait rattraper, si on peut dire comme ça. On a gardé l'esprit, mais on a des gens virtuoses. Et peut-être qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire un spectacle comme on faisait. Je ne sais pas, je pense que je n'oserais pas le refaire comme on faisait dans les années 80. Parce qu'on était avant, et c'est passé un gros truc, mais c'est redevenu un lieu de l'excellence et de la virtuosité, le cirque. Mais il ne faut pas qu'il y ait que ça, quoi. Mais c'est devenu ça quand même, avec ces écoles. Moi, il me scie, hein, il m'épate. Enfin, je trouve qu'ils sont incroyables. Vraiment, c'est très... mais l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble et qu'est-ce qu'on dit de notre humanité, qu'est-ce qu'on dit de notre... C'est ça un peu qu'on essaie de faire, d'être là-dedans, quoi. Est-ce que les artistes que vous recrutez, certains vous ont suivi sur plusieurs spectacles? Oui, ouais. Oui, il y a des artistes qui ont fait 7 ans chez nous, d'autres... Oui, bien sûr, les musiciens sont là depuis plus longtemps. Oui, ça, on fait comme ça. Puis alors aujourd'hui, beaucoup d'artistes qu'on rencontre, mais depuis un moment déjà, disent « Ah ouais, je fais du cirque parce que j'ai vu le Cirque Plume ». C'est plaisant quand même. Ou alors on se dit « Oh merde !» Ça dépend, quoi. On dit « J'espère que c'est pas trop... Mais voilà, c'est un métier... ouais, c'est quand même bien. C'est quand même génial.
Je vais vous passer le micro si vous voulez. Oui, on peut peut-être échanger. Là, si vous voulez. Merci beaucoup. Et je vais essayer de vous montrer. Ah non, ça marche ou ça marche pas ce truc? Non, ça marche. Ça marchait, mais oui, comment on fait passer. Alors. On va rappeler. Bon, j'avais prévu des images, mais. Non, voilà le. J'essaie de voir. Ben, on n'est pas prêt d'avoir de la vidéo dans les spectacles, quand vous voyez là. Avec vous, non. La qualité. C'est tout le temps comme ça. Pardon. Est-ce qu'il s'est mis en veille tout à l'heure? Pardon? Il s'est mis en veille. Ah, c'est bon, il se réchauffe. D'accord, il se réchauffe. Ben, je vous passe des images pendant le dialogue, si vous voulez. Oui. Alors, j'ai pris comme ça dans celles qu'on a, on en a quelques-unes. C'est pareil, je ne voulais pas faire de vidéo. Donc, j'avais dit à la troupe, on ne fait pas de vidéo, jamais. On fait le moins d'images possible, il faudrait qu'il n'y ait que la mémoire. Et une fois que le dernier qui a la mémoire du cirque plume n'est plus là, ben, il n'y a plus de mémoire, quoi. Bon, ils n'ont pas été d'accord. Et je trouvais... Oui. Je vous raconte, parce que je raconte tout, en fait. Ben, quand on voulait un nom... On a fait une liste, puis tout le monde mettait des noms. C'était jeu de mots. Vous imaginez trouver un nom pour un groupe, pour un truc. Et puis à un moment donné, j'étais dans mon tube Citroën, toujours pareil, en descendant une côte, et tout d'un coup je me dis cirque plume, ça me parle vraiment. Et je pense aux oiseaux, aux anges. Je pense à la plume qu'on mettait sur une balance en Égypte et on mettait l'âme du défunt de l'autre côté, qui devait être plus lourde que l'âme du défunt. Je me dis, nous, on fait un cirque léger, il faut mettre la plume d'un côté. Et tout ça, je dis, oh putain, j'ai un super... Oh, pardon. Oh, bon sang, j'ai un super nom. Là, j'arrive à la péniche, parce qu'on répétait la musique dans une péniche. J'arrive à la péniche, je dis, oh, j'ai un super nom, là, cirque plume, t'entends, c'est... Puis tout le monde, ouais. Mets-le sur la liste, j'ai mis sur la liste. Et après, le dimanche d'après, ou je sais pas quoi, rapidement, parce qu'il fallait déposer les statuts, il fallait un nom. On a rayé tout ce qu'on trouvait pas bien. On a tout rayé, et au fond du panier, il restait cirque plume. Mais une fois qu'on avait le nom, ben, on se l'est approprié, et puis tout le monde a trouvé ça bien. Mais franchement, ça n'a pas été l'enthousiasme, pas du tout. Et surtout, c'est formidable comme nom. Ça qualifiait cette idée-là, enfin tout ça, quoi. Alors, puis en plus, nous, dans la troupe, il y a plusieurs personnes qui étaient à la flaque de bio, qui sont naturalistes. Enfin, on habite les régions de forêt quand même, puis voilà, on aime bien les oiseaux, quoi. Enfin, bon. Ah ben voilà, là le garçon quand il était jeune. Alors, vous voulez que je montre ça? Attendez. Bah, plutôt ça que ça, oui. Oui. Je rigole. Voilà, bon, on peut commencer. Si vous avez des questions, je regarde. Alors ça, c'est avant le cirque plume. Bon, bah voilà, quoi. C'est. Pardon. Voilà, ça c'est les carnavals. On avait fait. Je vous montre des images, mais on peut parler peut-être parce que sinon on va faire que regarder. Je peux les avoir sur le. Attendez, hop. Que je les vois si je les montre. Sont là, en fait. Ouais, mais j'aimerais bien les voir aussi oui, là-dessus, ça non? marche pas, ça, par contre. Ah, ça marche pas. Je vous dis, c'est pour ça qu'il n'y en a jamais eu au cirque plume, des vidéos, des machins, des trucs. Voilà, ben c'est. Si, ça peut marcher comme ça si vous voulez les voir juste avant, mais en tout petit. Là. Mais oui, vous mettez faut pas grande bouger la icône. souris. Voilà. Très grande Vous allez icône, les voir non? comme ça. Alors, voir où on est. Voilà. Là, donc, comme on était cirque plume, j'avais fabriqué des masques avec des plumes. On est allé dans cet endroit incroyable à Paris où il y a des étages de plumes et tout. Enfin, il y a des lieux extraordinaires. Et puis là, ben, c'était les temps de la fanfare, quoi, les temps des carnavals, les temps de... on faisait plein de choses pour gagner notre vie, pour ramener des trucs. Enfin, on faisait plein de trucs. Hein. Et puis, après, on a monté le cirque plume. Alors, ça, c'est le premier chapiteau qui est en train de se monter à Besançon, belle ville, vieille ville espagnole, comme dirait Hugo. Et ça, c'était notre convoi. Il y avait 3-4 caravanes, un truc un peu comme ça. Voilà, donc, il était pourri, vous ne pouvez pas imaginer. On l'avait acheté à des manouches. Ça, c'était une affiche qui a été faite par mais pourquoi elle est pas bien? Oh, ça marche, ces trucs, c'est dingue. En tous les cas, voilà, par un peintre qui avait aimé notre spectacle. Là dans la prochaine,
on est en train de peindre les camions dans une ferme où on habitait. Enfin, bon, voilà, des trucs de la vie. Alors là, on était contents. Les convois, c'était ça. Voilà, le truc. Avec Brigitte qui faisait du fil, on avait acheté une belle petite caravane. Et c'était génial. Il y avait juste la place du lit. Et puis, voilà, mais c'était chouette, quoi. Enfin, et puis, des fois, on faisait les quartiers. Alors, c'est pas que du brillant, si vous voulez. C'est là que les gendarmes arrivaient à tous les coups, parce que quand ils nous voyaient là, des manouches, ils avaient déjà des belles caravanes, mais ils y étaient tout le temps. Quand ils voyaient ça, ils se disaient, oh là là, les pauvres. Et puis, on a fait ce spectacle. Ah oui, on va faire la soirée diapo, ça c'est génial. Et puis, voilà, ça c'est les bouts des premiers spectacles, voilà, avec le vieux chapiteau. Il n'y a rien par terre. Après, on a acheté un tapis chez Emmaüs, mais là, il n'y avait pas encore le tapis. Ah, il y a un truc qui est rigolo. Ça, voilà, c'était dans les premiers spectacles, 88. Et puis après, ben, on mangeait des festins, si vous voulez. Elle est bien celle-là, non? Soirée nouilles. Voilà. Et des choses. Oh là, tiens. Ça, c'est à Pontarlier, un 14 avril. On avait fait pendant le spectacle, il y avait neigé, fait un orage. Moi, je disais un texte accroché à un mât en ferraille et ça pétait autour de nous, ça neigeait, mais en orage. Et je me disais, oh, bon Dieu, je vais me faire griller. Puis je disais mon texte comme ça. Ça durait 2 minutes, il me tardait d'être en bas, j'étais sur. Et puis le lendemain, on était comme ça. Bon, enfin, c'est tout. Oh, j'ai mis un peu des trucs comme ça, quoi, chapitre. Voilà, des quartiers, là, c'est à Montbéliard, la Petite Hollande. Ça, on avait fait cette affiche pour faire Avignon. On a aimé partout Avignon. On voyait qu'elle. C'était en 80, je ne sais plus combien, 86, ouais, 86. Et puis là, on avait un petit chapiteau, on avait un cheval. Ars, c'est un Mérins. Puis on faisait tourner. On faisait tourner, voilà, mais on se demandait bien où on allait hein, quand même, donc on l'a mis dans un spectacle. Et puis le chien Zippo, on avait un chien aussi qui travaillait avec Jacques, qui est dans le spectacle, vous le verrez peut-être. Puis on travaille, voilà, j'ai mis deux, trois éléments comme ça de notre. Ça c'est le des tout premiers spectacles, ça c'est voilà mon jonglage, et puis ici, là c'est encore les années 80, aux arènes de Lutèce, cette photo. Ça, c'était juste avant le spectacle. Le photographe dit « Ah, mettez-vous là. » On allait rentrer en scène, il a fait clic, il a pris. Et puis, là, Robert accorde les verres. On jouait la deuxième gymnopédie de Satie sur les verres de cristal en entrée de spectacle. Et lui, il accordait pendant que le public rentrait. C'est toujours dans le même spectacle. Voilà. Et puis, ça, c'était les premiers. Donc là, pour la gymnopédie, les gens qui font. Et puis après, on achète un plus grand chapiteau. Et ce sera pour nos animaux. Masse animale, là, je ne sais plus où, mais c'est là-bas. Et puis, voilà, c'est nos animaux qui arrivent. Alors, c'est quand même notre passage à une autre. On a un chapiteau de 700 places. Là, c'est plus important. Voilà, il y a toute la troupe qui fait la vraie photo de pop machin. Bon, voilà, et nos animaux avec Brigitte qui commence à monter sur son fil. Mon premier numéro avec la petite boule rouge. Ah, il y a des trucs quand même. J'ai plein de trucs à raconter en fait. Mais quand on fait ce spectacle-là, alors entre le théâtre et le cirque, j'ai été 2 ans sabotier à la Turballe parce qu'il fallait gagner sa vie. Bon. Et puis on avait fait une foire bio, je sais pas quoi, avec un mec à Marjolaine à Paris. Premier truc, on vendait nos sabots là-bas. À côté de la sœur de Brigitte Bardot qui faisait des poufs. Bon. Et c'est vrai hein, ce que je dis. Non, mais je vous dis tout comme une conversation, mais elle est venue voir sa sœur. Elle était belle, hein. Mais voilà quoi. Et le mec avait monté cette foire, il était devenu décorateur. Et puis pour monter nos animaux, je disais, mais t'as pas des rideaux, parce que nous on a besoin de trucs. Puis il me dit, si. Il y a un opéra qui m'a laissé un stock de voiles de soie. Si tu veux, je te les donne. Et on se retrouve avec des grands voiles de soie, merveilleux, quoi. Jamais on n'aurait pas pu les acheter, vraiment, quoi. Et donc, il me file ça. Et entre là et jusqu'à aujourd'hui, on les a tout le temps utilisés. C'est devenu une des marques du Cirque Plume, mais c'est parce qu'on avait un stock. Peut-être on en aurait acheté, mais quand même, ça a joué beaucoup, quoi. Et donc... Et ce numéro-là, qui a été créé, qui
pour moi est très très important pour la compagnie, c'était vraiment, je m'étais dit, j'ouvre la main et il n'a rien dans la main, le jongleur, mais mon ombre, qui est beaucoup plus maligne que moi, elle a une petite boule rouge dans la main, quoi. Et je me suis mis à jongler avec, et c'était l'esprit de la compagnie. Nous, on n'avait pas appris, enfin, c'était vraiment d'ouvrir la main pour que son ombre nous fasse des cadeaux, quoi. Enfin, c'était cette idée-là qui a continué tout le temps, parce que ça a été, voilà, c'était ça. Donc ça, c'est toujours bon, ça c'est les gens à l'orchestre, tout ça, dans nos animaux. On avait fait plein de trucs avec des instruments. Ensuite, il y a eu Toile, pareil, cette photo, elle est extraordinaire. Hein. C'est un moment du spectacle. La composition, on croirait que c'est un montage. Elle est géniale, je trouve. Mais c'était comme ça, tiens, là, Cyril, encore là. Enfin, bon, voilà. Et puis, voilà, alors, on fait la soirée diapo. Hein. Allez, on y va. Hop. Et puis, cette Toile, on a repris ce principe-là dans Tempus Fugit, pour mémorer. On a fait des trucs en, voilà, enfin, ouais, Toile. Je passe vite, hein, parce que sinon on va passer la nuit, mais voilà, le chapiteau à la Villette, c'est le nouveau chapiteau c'est le chapiteau qu'on a maintenant pour l'harmonie est-elle municipale. Et là, je dois vous dire aussi, par exemple, cette image-là, c'est déclenché sur le thème du spectacle de l'harmonie est-elle municipale. Je regardais la télévision et je voyais une scène de la guerre de Yougoslavie qui m'a traumatisé, pas la scène, mais la guerre en elle-même. Et je me disais, putain, on retourne une guerre au XXe siècle sur le territoire européen, une guerre civile encore. Enfin, c'était terrible, quoi. Et je voyais les femmes serbes qui quittaient la Croatie sur leur tracteur tiré par souvent des hommes âgés. Enfin, vous vous rappelez de ces scènes-là? Et en même temps, à Srebrenica, il y avait les massacres, c'était cette époque-là. Et je me disais, mais qu'est-ce que ces femmes ont dit à leurs fils? J'ai pensé ça. Peut-être ce n'est pas une bonne question, mais c'est ça que j'ai pensé. Pourquoi ces massacres? Pourquoi ces fils sont comme ça? Et c'est ces femmes-là qu'on souffre. C'était effroyable. Les unes étaient arrivées, les autres partaient, enfin tout ce truc-là. Et je me suis dit, je vais faire un spectacle sur hommes et femmes, et je vais faire un spectacle où un homme a une ombre de femme. Donc il y en a un qui arrivait gros macho et tout ça, et quand il se retournait, son ombre était une ombre de femme. Et ensuite, il rencontrait son ombre de femme. Et là, c'est quand les deux ombres, son ombre de femme et son ombre d'homme se rencontrent, quoi. Et c'est aussi comme ça que se passent des thèmes de nos spectacles. Bon, je ne l'ai pas beaucoup dit, mais comme vous êtes là, je vous le dis. Voilà, ça c'est le piano bras avec Robert. Enfin là c'était donc, mais non, l'harmonie est-elle municipale, ça s'appelait ce spectacle justement. Soit Piotr qui est encore dans le spectacle. Enfin bon, on a plein de trucs. Hein. Il y en a plein. Bon, j'ai fait, c'est un petit. On continue si vous voulez. Ça c'est après ces mélanges. Ah non, ben ça se mélange bien. Tiens. Ah. Échec de l'appel de... Bon, on va discuter un peu, puis après, peut-être on va... Voilà, si vous avez des questions, je peux peut-être y répondre, je ne sais pas. Oui. Ah. On est vachement. Alors, en gros, si vous voulez, sur l'ensemble de la compagnie, il y a une quarantaine de personnes qui ne vivent que de ça. Et quand on rajoute tout le monde, ça fait l'espace autour, c'est 50 personnes. Mais c'est plutôt 40 avec plein de gens encore en plus, quoi. Ouais. Ouais, c'est une bonne question. Non, mais c'est une vachement bonne question. Alors, dans le spectacle actuel, les femmes sont plus importantes chez les artistes de cirque que les hommes. Et dans Tempus aussi. Mais dans notre association de direction, il n'y avait pas la parité, parce qu'on a créé le spectacle comme ça, et il y avait plus d'hommes que de femmes. Mais dans alors pour l'ensemble de nos salariés, je ne sais pas tout à fait répondre. Voilà. Je ne sais pas si je réponds bien, mais la préoccupation de l'égalité, la préoccupation du lien et tout ça était une préoccupation de la compagnie. Oui. Est-ce que vous pouvez juste, excusez-moi, au fil de la question, attendre le micro,
Si vous arrêtez, qu'est-ce qu'ils vont devenir, tous ces 50 personnes? Ah, alors, déjà, le métier, notre métier, c'est un métier où les gens changent tout le temps. Donc déjà, c'est le principe même de ce métier-là. Pour les gens qui sont là depuis le début, c'est-à-dire on a aussi des salariés qui sont avec nous depuis... C'est une boîte où les gens restent. Hein. Qui sont là depuis le début, ben on va aller jusqu'à la retraite de ces personnes, quasiment. À une année près pour certains, etc. C'est quand même une sacrée performance, quoi. Surtout dans un milieu pareil. Les artistes, c'est leur métier de changer. Les techniciens aussi. Ils savent depuis 3 ans qu'on ne va pas faire un spectacle dans 3 ans. Ça fait quand même 6 ans entre les deux. Il n'y a pas de souci de cette... Enfin, on est au cœur de notre métier et des gens il y en a beaucoup qui travaillent depuis 20 ans chez nous, ou etc., ce qui est assez exceptionnel dans ces métiers, quoi. Mais c'est pour ça qu'on l'a préparé, on le savait déjà depuis un moment, qu'on n'allait pas faire un de plus après. On s'est même posé la question d'arrêter après Tempus Fugit, et on pensait que c'était bien d'accompagner les gens qui sont là depuis le début jusqu'à la retraite aussi. Mais c'est pas pour ça qu'on a fait le spectacle, c'est pour faire un spectacle, hein, mais voilà, quoi. C'est comme, donc, chacun peut se préparer dès maintenant à ce qu'il fera après, quoi. Mais c'est une bonne question, hein, parce que c'est... Et puis, c'est irreprenable, notre histoire. Donc, il y a ça aussi. On nous dit tout le temps, mais les risques sont phénoménaux, quoi. On est obligé d'être tout le temps... Enfin, c'est un risque trop important. Oui. Moi, je vais faire des conférences. Non, je plaisante, mais... non, mais... moi, j'ai une vie... ouais, enfin... Je vais continuer à faire plein de choses, quoi. Déjà, je vais écrire notre histoire. Je vais faire ça. D'autre part, là, j'ai une proposition de la Philharmonie pour écrire un spectacle que j'avais fait avec un orchestre contemporain pour l'inscrire au répertoire, en dehors de Plume. Donc, j'ai assez de travail à faire. Je sculpte, je peins, je fais du jardin, je fais plein de trucs. Et puis après, je vais y vivre. Et puis, ouais, comme vous, quoi. Il n'y a pas de différence, hein, je sais pas. Ça va être pareil, on va faire des choses et tout. Mais je vais continuer une activité artistique quand même, parce que c'est pas possible autrement. Je reviens un petit peu en arrière. Ouais. Vous avez décrit une direction collégiale et beaucoup de paroles entre vous, tout ça. Oui. Mais c'est Bernard Kudelac le chef quand même ou... Ah ben c'est un drôle de chef. Hein. Non, alors, si vous voulez, moi j'ai la responsabilité d'écrire les spectacles, les mettre en scène, de faire les scénographies. Donc, sur le travail de l'écriture et les propositions que je fais, je suis le chef. Pendant un temps de ce moment-là, j'étais vraiment directeur de l'entreprise. C'est-à-dire que je donnais des directions. C'est vraiment comme conduire un bateau, quoi. C'est emmener comme ça. Mais on est collégial, vraiment collégial, et je ne suis pas tout le temps majoritaire. Non, mais c'est vrai. Hein. Et puis depuis un moment, je m'occupe beaucoup plus de l'artistique que des autres. Enfin, je m'occupe de tout. Là aussi, un truc qu'on a fait très vite, c'est que chaque personne qui avait une responsabilité dans un domaine, on avait partagé, les autres s'en mêlaient pas. C'est-à-dire qu'on ne s'en mêlait pas. On donnait l'orientation et chacun faisait à son idée. Et on a réussi facilement. Parce qu'au début, je vous avoue, je faisais tout. Je me mêlais de tout, je faisais chier tout le monde, enfin tout ça, quoi. Non, mais c'est vrai. Mais quand on a fait ça, par exemple, mon frangin, il a pris la communication, mais je ne me suis plus jamais occupé de la communication. J'ai dessiné les affiches des 2 derniers spectacles, mais c'est tout. Puis encore, quand je voulais les faire avant, il ne voulait pas, parce qu'il trouvait que j'en prenais trop, quoi. Mais voilà, mais... Non, ça marche, ça. Et nous, aujourd'hui, depuis des années, on prend des décisions à 4, vraiment, quoi. Et des fois, on peut être pas d'accord avec certaines décisions, mais si le groupe, on est d'accord que le groupe est un truc, enfin, ça fonctionne, ça. Non, je suis pas le chef. Enfin, si, je suis le chef aussi, mais ouais, pas dans le... Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. Pas dans... Il y a une hiérarchie des fonctions, mais on n'a pas mis de pouvoir sur, on a le pouvoir de. On a essayé de faire comme ça, en tous les cas. Ouais, ça va pas tout seul, hein. Non, c'est...
puis, je ne peux pas faire n'importe quoi parce que les autres, ils sont malins. Hein. Ils sont bien balais, c'est tout. J'ai une question sur le... Est-ce que ça change quelque chose de passer du chapiteau à un plateau de théâtre? Qu'est-ce que ça change? Oui, ça change. Il y a avantages et inconvénients. Déjà, nous, on aime bien être au chapiteau plutôt. Parce qu'on est chez nous. Le théâtre, c'est chez vous. Le chapiteau, c'est chez nous. Le théâtre, il appartient à ses abonnés. Il appartient pas, mais il y a des habitudes, etc. Quand on vient dans un chapiteau, on se déplace pour aller voir un changement de quelque chose dans la ville. Donc c'est un rapport qui est intéressant quand même. Et le théâtre nous permet d'avoir des noirs parfaits et du silence. Et du son plus... Ça, c'est génial. Le chapiteau, il y a un espace commun entre le public et la scène. Souvent dans les théâtres, il y a quand même le 4e mur. L'espace est moins commun. Le son, il part de la scène, il va vers la salle. Donc ces différences-là sont des différences. Mais l'hiver, le théâtre, il fait chaud, et puis le chapiteau, c'est les courants d'air froid. Donc, donc il y a une différence, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait... Et dans les théâtres, la troupe entend moins les spectateurs. Parce que le son a du mal à revenir, tandis qu'en chapiteau, on est dans le même espace. Donc quand on vient en théâtre, il faut prévenir les artistes, si vous n'entendez pas trop applaudir, c'est parce qu'on est au théâtre, c'est pas parce qu'ils se font chier, enfin tout ça quoi. Mais à chaque fois, il faut le dire quand même, on se le rappelle, mais voilà les différences. Donc, et puis le théâtre, c'est vachement bien aussi. Comme... Puis alors le théâtre au Volcan, c'est génial, c'est un super théâtre quoi. Non mais c'est un des plus beaux quoi, vraiment, c'est un super outil. Hein. Donc, voilà, les différences, elles sont plutôt là-dedans. Mais il y a quand même une raison économique au fait qu'aujourd'hui, les compagnies viennent de plus en plus sur des plateaux de théâtre, parce que les chapiteaux, ça coûte cher, parce que c'est compliqué, parce qu'il faut une autorisation, même pour nous, et que finalement, il y a quelque chose quand même qui se perd un peu aussi de la magie du chapiteau. Depuis 88, j'ai fait un gros boulot pour essayer de convaincre le ministère en 88 de créer le coût de l'itinérance et de subventionner les salles itinérantes comme on subventionne les salles sédentaires, c'est-à-dire les chapiteaux. Et je vais vous dire, c'est raté, hein, parce qu'encore aujourd'hui, c'est pas génial. En 2000, on n'avait plus un rond pour faire un spectacle. On n'avait pas d'argent mis de côté. On n'avait pas réussi à mettre d'argent de côté parce qu'on s'était planté en Espagne. Enfin bon, il ne faut pas grand-chose pour perdre le capital. Et donc c'était compliqué. Et j'ai repris. Alors voilà le fonctionnement qu'on peut avoir. On a l'administrateur, il y a Pierre qui s'occupe des comptes, mais à un moment donné, j'ai repris les comptes de la compagnie pour avoir un regard qui n'était pas le leur. Et j'ai vu que si on faisait 40% en théâtre, on avait le capital nécessaire à faire une création après. Donc c'est énorme, quoi. Parce que le chapiteau, c'est des coûts exorbitants et il nous coûte cher à nous de le faire tourner, des camions et tout. Et en faisant 40-60% des dates théâtre chapiteau, on arrive à mettre de côté, ce sont des sommes importantes, 600-700 000 euros, pour pouvoir faire une création après. C'est-à-dire salarier des gens pendant 6 mois pour chercher, trouver, pas trouver, et tout ça, quoi, pendant 6 mois. Ben parce qu'on est quand même assez peu subventionné, quoi. Hein. Enfin, on est content de l'être, de ce qu'on a, mais on a 13% de subvention pour faire notre travail. Donc on est obligé de... voilà, il faut trouver des solutions. Et donc c'est une raison économique, les chapiteaux sont très chers. Et personne ne donne pour les chapiteaux, les camions, l'essence, le bordel, les machins. C'est quand même compliqué. Et ou alors, il faut faire du chapiteau, il faut faire... Et on n'est pas commercial. On est obligé d'avoir des partenaires, etc. On ne tiendrait pas à la recette. Les conditions, on ne pourrait pas faire ce genre de spectacle à la recette. On n'y arriverait pas. On peut y arriver quand on fait 40 dates, ou... Enfin, là, ça pourrait équilibrer, mais c'est compliqué, quoi. Non, c'est une économie, c'est génial, tout marche bien, mais c'est fragile. Mais on ne s'est pas planté, donc c'est pas mal. Voilà, c'est comme ça. Oui. Est-ce que ça veut dire que les derniers... Excusez-moi, attendez le micro parce que...
Bonsoir. Est-ce que ça veut dire que les derniers spectacles ont été faits que en théâtre ou aussi en chapiteau? Non, pas du tout. On travaille sous chapiteau. Encore? Parce qu'on n'a pas de lieu à nous. On est vraiment nomades. D'accord, c'était ma deuxième question. On pose notre chapiteau pendant 6 mois et on travaille ou un mois, puis un mois. Puis donc l'entraînement, il se fait que sous chapiteau? Ouais. D'accord. Mais même pour le spectacle qu'on est en train de jouer au Havre ici, j'ai bossé mes scénos dans un théâtre. Et puis j'avais trouvé un truc que vous ne verrez pas. C'est-à-dire que j'avais mis l'ombre d'une branche et au pied de ce drap avec l'ombre de la branche, j'avais posé des miroirs et mis des taches de colorant sur les miroirs. Et ça créait des fleurs qui apparaissaient sur les branches. C'était hyper artisanal, tout. Je trouvais ça super, j'étais content. Et quand on est arrivé au chapiteau, j'ai recommencé ça et rien ne marchait. Parce que dans le chapiteau, il y a vachement de souffle, de trucs comme ça. Il fallait une précision d'un théâtre où il y a moins de souffle et que le plancher est totalement plat. Tandis que dans le chapiteau, c'est des plats qui étaient comme ça. J'ai abandonné l'idée que j'aimais beaucoup, j'étais vachement fier de ça. Je me disais, oh putain, là, j'ai trouvé le truc. Mais arrivé au chapiteau, ça ne marchait pas. Donc on ne l'a pas gardé. Donc il y a quand même des contraintes au chapiteau qui sont de l'ordre de quelque chose de plus fragile, quoi. Enfin, il y a les courants d'air, les machins et tout ça, quoi. Mais dans le chapiteau, l'ouverture sur le spectateur, elle est plus large, elle est à 180 degrés, non? Mais pas chez nous. D'accord. Parce qu'on est en frontal, on a monté une scène. Au début, c'est qu'on avait on a toujours eu un orchestre qui pouvait se déplacer dans l'espace. Et maintenant, il y a les IR, la technologie a évolué. Mais pour sonoriser un orchestre qui se bouge, il fallait qu'on soit en frontal. Donc on a utilisé ça. Et pour les ombres, il fallait qu'on soit en frontal. Et pour les focus, vieille idée du théâtre, qu'on passe le focus, on le garde, on le reprend et tout. Donc pour nous, notre culture faisait qu'on a fait en frontal. C'était le mieux pour le cirque plume. Merci. Ouais. Bientôt. Alors, s'il n'y a plus de questions, j'ose pas dire je vous encourage à aller voir le spectacle parce que c'est complet, mais comme on est quand même dans des temps, il pleut, il fait mauvais, tout le monde est malade, il y a des grippés, donc il y a toujours des gens qui viennent pas. Vous pouvez tenter votre chance quand même le soir, voilà, sans garantie, mais comment? Je vais parler de ça juste après. Voilà. Et voilà. Et puis je laisse la parole à Bernard pour un dernier petit mot. Et je le remercie infiniment de ce partage très enthousiasmant et très émouvant. Et, j'en ai un de mes copains. Bon, merci. Merci beaucoup. Je vais faire comme ça, comme ça. Merci. Merci d'avoir été là si nombreux. Ça me touche très sincèrement. Et on raconte nos petites histoires et tout ça. Moi, j'ai publié il y a quelque temps, j'ai écrit des carnets de création, des choses comme ça. J'ai fait un abécédaire avec tous les textes qu'on a écrits pendant 30 ans. Depuis le début, mais c'est sous forme d'abécédaire, comme ça permet de faire un truc. J'en ai amené une dizaine, si ça intéresse des gens, il y en a au chapiteau, puis il y en a là, mais je l'ai pris, mais j'y ai pensé 5 minutes avant de partir, mais j'y ai pensé, ce qui est quand même pas mal. Voilà, si ça intéresse quelqu'un, ils sont là. Et puis, vraiment, sincèrement, merci de votre écoute, merci, je suis touché. Merci beaucoup. Voilà. Merci. On n'a pas fini la soirée diapo, on recommencera un autre jour.